Comment ça va? Comment allez-vous? Passons aux informations. Que se passe-t-il dans le monde? Y a-t-il un sabotage au Texas? Nous sommes, aussi face à la nouveauté. L'arme la plus puissante de l'Iran serait supposément déjà en train d'être activée, et cela a à voir, comme vous le savez déjà, avec le pétrole. Ils assurent qu'ils visent l'économie mondiale, et cela pourrait nous toucher tous, dans le sens où cela affecterait le portefeuille de toutes les personnes dans le monde. Allons dans les détails de ce qui se passe à ce sujet, mais la mise a augmenté. De tout. Nous allons aussi dans les détails de ce qui se passe en Corée du Nord, en Irak. Il y a aussi des missiles qui ont été tirés et qui ont frappé la base syrienne. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe à l'intérieur d'Israël. Le président Netanyahou a adressé un message à, ce qu'a dit Donald Trump. Une réaction assez importante, car au final, il s'agit d'une guerre entre 3 pays, principalement Israël, les États-Unis et l'Iran. Mettez un like, partagez, et allons-y avec les informations. Nous commençons avec l'une des images peut-être les plus impressionnantes que nous ayons vues dans ce conflit. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons une attaque qui a eu lieu dans une zone au sud de l'Iran où il y aurait un dépôt de munitions. Quoi? Rien de plus, rien de plus. L'onde de choc est vraiment impressionnante. Nous allons remettre ce passage encore une fois. C'est à ce moment-là que ça explose. Cela se passe à l'intérieur de l'Iran. Là, on voit l'onde de choc. Aujourd'hui, cela aurait été l'une des attaques les plus importantes d'Israël contre l'Iran. En assurant qu'au moins 50 avions de chasse auraient survolé l'Iran, bombardant différents points. En plus de ce qu'a fait le CENTCOM lui-même, une autre image qui surprend est celle que nous voyons ici. Ici, nous voyons un tir d'Israël qui aurait touché une station-service, cela au Liban. Au Liban. C'est aussi important, évidemment. Que se passe-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons ici? Des missiles balistiques iraniens au-dessus de Haïfa. D'ailleurs, ceux-ci n'ont causé aucun dommage, ni blessés, ni personne ayant perdu la vie. C'est en Israël. Nous vous avions dit, quand nous étions en route, qu'ils avaient signalé des missiles qui arrivaient vers Haïfa. C'est confirmé, mais comme le dit ce type, pas de dégâts ni de blessés. Aucun blessé, seulement des dégâts matériels? C'est toujours important. Que se passe-t-il? Ce sont des attaques qui ont lieu dans une région d'Iran. D'ailleurs, à Ispahan, qui selon les Iraniens, ont touché des conduites de gaz. C'est pourquoi, aujourd'hui, ils ont mené des attaques contre certains points énergétiques dans le Golfe et en Israël. Regarde, écoutons le son, parce qu'en arrière-plan, on entend effectivement quelqu'un crier, mais on entend aussi des rires à nouveau. Ce n'est pas la première fois, il y a eu plusieurs occasions où nous avons entendu ces vidéos d'Iran, où il y a des gens qui applaudissent, qui crient ou qui s'enthousiasment. Mais regardez, écoutons ce petit extrait. Entre quelqu'un qui a crié et quelqu'un qui a ri, il y a eu un peu de tout. L'affaire, c'est que cela se serait produit dans la région de Kim, à Ispahan, selon ce qui est rapporté. Non, cela fait aussi partie de ce qui se passe dans le monde. Et donc, ici, ce que nous voyons... Ici, nous voyons cette explosion qui s'est produite dans une raffinerie à Port Arthur, au Texas. Nous allons donc voir les détails de ce qui se passe dans cette région du Texas, dans un instant. C'était un sabotage. Que se passe-t-il ou de quoi s'agit-il? Ce n'était pas un incident. Une explosion qui a été signalée, comme tu le dis, dans une raffinerie, ce n'est pas la première, il y en a eu plusieurs ces derniers jours. C'est pourquoi la question est aussi valable, n'est-ce pas? Que doit-on faire face à ces moments si compliqués? Regardez ici une prise de vue de jour qui a été partagée. C'est une image de jour qui a également été signalée de cette raffinerie. C'est un moment capturé depuis un angle, pas depuis des caméras, qui montrent l'instant. C'est à Port Arthur, au Texas. Cet enregistrement de l'Arinka attire l'attention parce qu'on a l'impression d'un séisme. L'explosion est si forte que tout tremble. C'est une maison, ce n'est pas à l'intérieur de la raffinerie, c'est dans une maison voisine et le sol vibre, c'est vraiment impressionnant à voir. La question que regardez, et ce n'est pas que non, ça ne me sert à rien, c'est tout. Je me demande si c'est un sabotage, c'est la question que nous nous posons, je pense que beaucoup d'entre nous se la posent aussi. Regardez ceci.
Ce compte nommé Open Source Intel rapporte selon des sources de renseignement et semble fiable d'après nos observations. En fait, ce sont de ceux de l'OSINT que le Pentagone consulte aussi de temps en temps. Et la vérification de ce qui est écrit ici en bas, non, eux aussi, ils... Compte du corps des gardiens de la Révolution. Il parle de sabotage. Exactement, non, parce qu'évidemment, il est logique qu'ils vont le dire, et il est aussi logique que tout le monde se demande si ce n'est pas un sabotage. Il faut rappeler que dès le départ, tous ces groupes iraniens, disons, se sont infiltrés en Europe, et certains auraient aussi pu s'infiltrer aux États-Unis. Eh bien, en fait, Trump lui-même a commenté qu'ils ont identifié des suspects et qu'ils les surveillent. C'est-à-dire qu'il pense qu'il pourrait y avoir ces fameuses cellules dormantes et qu'elles pourraient avoir été activées. Depuis quelque temps, en agissant ainsi, j'insiste, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne peut pas dire que cela se passe, pas encore. Évidemment, c'est une question qu'on se pose, est-ce que ce ne serait pas un sabotage ? Bon, allons voir plusieurs détails de ce qui se passe. Mais il y a aussi une autre affaire qu'il publie. Ça, il le publie. Les Iraniens, vous savez, pas avec de la petite musique et tout, on va laisser ça comme ça, sans musique. Mais ils montrent une partie des missiles de ces... Eux, ils appellent ça des bunkers, ou des tunnels qui sont sous terre, sous les montagnes, mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont des villes de missiles. C'est comme ça qu'ils appellent ce genre d'endroit, où ils montrent ce qui était réel et ce qui ne l'est pas. Eh bien, c'est difficile à savoir. Évidemment, cela fait des années qu'ils montrent ce genre d'images, des années qu'ils disent qu'ils ont ce type de ville, et l'une d'entre elles. C'est vrai dans le sens où ils continuent de lancer des missiles, c'est-à-dire ils n'ont pas arrêté jusqu'à présent. Même s'ils ont dit « Ah, c'est en train d'être contrôlé », non, ils continuent de lancer des missiles. Et regardez, c'est là-dedans. Et c'est-à-dire, il y a même de la place pour. Je ne sais pas si on a pu le voir tout à l'heure, mais il y a d'énormes camions qui transportent les missiles et qui paraissent pas même petits en comparaison. C'est-à-dire, là, il y a des gens qui travaillent, on voit, enfin... Eh bien, au moins, les faits m'indiquent qu'on voit constamment des missiles qui sont encore là. Une autre des caractéristiques qu'on a toujours dites à propos de ce type de bunker qu'ils utilisent là-bas en Iran, c'est que ce sont des bunkers qui sont sous une montagne rocheuse, c'est-à-dire une montagne très dure, très difficile pour qu'un missile puisse pénétrer ce genre de structure. Ce sont essentiellement des bunkers naturels. On ne disait pas qu'il y avait plusieurs de ces rampes de lancement dans ces montagnes. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on voit clairement comment ça monte comme un ascenseur. L'une de celles-ci... Exactement. Donc, eh bien, qu'est-ce qui relève de la propagande? Qu'est-ce qui est réel? Ça, ce sera toujours la question dans n'importe quel pays en conflit. Non, mais bon, voilà, on ne le communique pas maintenant. Quelle est donc cette grande arme que les Iraniens sont en train de vanter maintenant? Ils parlent d'une série de mines. Non, ce ne sont pas n'importe quelles mines. Du moins, c'est ce qu'ils montrent dans ce moment. Ce n'est pas une série de mines qui seraient déjà actives. Des responsables américains ont déclaré « Attention, ce n'est pas une information diffusée par les Iraniens, c'est une information diffusée par des responsables américains » sur CBS News. Et qui dit ce qui suit, on ne va pas entrer dans les détails, mais en gros, pour résumer, et ensuite on ira dans les détails. L'Iran a déployé au moins 12 mines navales, Maham 3 d'autres, Maham 7, ce qui fait donc 12 mines navales, Maham 3 et Maham 7. Ce seraient les mines, pas qu'ils auraient déposé. Les 2 mines marines sont avancées, elles sont équipées de capteurs magnétiques, mais aussi de capteurs acoustiques, et chacune transporte des centaines de kilos. Cela fait que l'impact est suffisamment puissant pour qu'il puisse couler un pétrolier ou un navire, même un navire de guerre. Passons aux détails, pas de ce qui a été rapporté, mais au moins, il est déjà reconnu par des fonctionnaires qu'elles sont effectivement en train d'être installées et qu'au moins, on a déjà un certain nombre. Pas exactement. Des fonctionnaires des États-Unis confirment aujourd'hui à CBS qu'en effet, l'Iran aurait placé des mines dans le détroit d'Ormuz. Pendant ce temps, les discussions continuent. Eh bien, les discussions de négociation ne signifient pas un cessez-le-feu. Il faut que ce soit très clair. Cela signifie simplement que pour le moment, les ressources énergétiques ne seront pas attaquées. Et ce point, eh bien, il est contrôlé, car il s'agit d'un passage important pour le pétrole mondial. Environ 20%, c'est ce qu'on estime aujourd'hui. C'est vrai, 2 pétroliers sont passés, c'est le maximum qui est passé ces derniers jours. Oui, enfin là.
Actuellement, aucune fermeture officielle n'a été déclarée, certains pétroliers sont tout de même passés. Le Japon a payé et est passé, donc ce n'est pas complètement fermé, et cela donnait confiance qu'une négociation puisse avoir lieu. Mais maintenant, quand cela a été déclaré sur CBS News qu'ils sont effectivement en train de poser des mines, il commence aussi à y avoir une réaction immédiate. Sur la question du pétrole, parce qu'ils ont réussi. Ils ont réussi quelque chose de compliqué. C'est-à-dire, le pétrole d'aujourd'hui est descendu jusqu'à 95 $. Oui, c'est-à-dire, ça semblait qu'il allait monter très haut. Aujourd'hui, pour nous le 23, ils ont réussi à le faire baisser à 95 $. Mais ces dernières heures, depuis l'ouverture des marchés asiatiques, ça repart à la hausse. Et là, en ce moment, Allons voir l'image ici, voilà, allons-y, la voici. 104 $ en ce moment, 104 $, c'est ce qu'ils ont réussi à atteindre. Eh bien, augmenter parce qu'au final, pour eux, c'est un accomplissement, pas pour les Iraniens. Ce genre de choses, c'est ce qui leur confirme que leur stratégie est bonne, non. Et ils peuvent le confirmer de manière pratiquement immédiate. Contrairement à d'autres régions, l'effet domino est parfois si lointain et lent qu'on se demande si c'est vraiment la cause de X ou d'une autre situation, ou s'il y a une autre explication. Par exemple, les sabotages suspects qu'il y a en Europe, tout à coup tu te demandes, bon, est-ce que ça a un lien avec l'Iran, avec la Chine, avec la Russie, avec qui ? C'est un peu séparé, mais là c'est immédiat et direct. C'est-à-dire, ils commencent à opérer dans le détroit d'Ormuz. Et ce même jour, en quelques heures, ils commencent à observer comment les prix du pétrole s'envolent. Aujourd'hui, le Koweït a subi une série d'attaques, mais aussi l'Arabie Saoudite. Le même Araujo pour les Émirats Arabes Unis, Brunei, non, c'est Bahreïn, pardon, qui a aussi été touché. Eh bien, dans ces cas-là, disons, toutes les lignes rouges ont déjà été franchies. C'est-à-dire, toutes les lignes rouges ont déjà été franchies. Il ne reste pratiquement plus aucune ligne rouge à franchir, toutes. C'est-à-dire, non, la prochaine ligne rouge la prochaine ligne rouge. Ce serait qu'ils disent, non, bon, je suis déjà en train de le dire, j'allais te dire qu'ils disent que ce qui s'est passé au Texas, c'était eux, eh bien, ils sont déjà en train de le dire. C'est-à-dire, la ligne rouge de l'IRI est attaquée sur un territoire étranger, aller attaquer à l'intérieur des États-Unis. Bien sûr, les États-Unis, je pense qu'ils diront non pour l'instant, et que ce serait toi si c'est le cas. Ils vont dire non, 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 impossible, ça n'arrivera pas, et qu'ils vont le faire non, 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 je ne vois pas. Pour qu'ils n'acceptent pas, il faudrait que ce soit quelque chose de très évident, en gros comme ça, un genre de Pearl Harbor, pour qu'ils puissent accepter que quelque chose comme ça existe. Donc c'est difficile en ce moment, honnêtement, de le savoir. Si c'était... Évidemment, face à cela, eh bien ce doute va rester maintenant. Et on affirme également que l'Iran aurait placé cette douzaine de mines dans le détroit, en assurant que donc, cela vise à faire reculer la stratégie de Donald Trump de libérer le détroit. Armons. Non parce que tu dis que tu libères alors que les mines sont déjà là, et que, eh bien, les poseurs de mines, au moins la plupart, eh bien, ils viennent d'Europe, non ? Et l'Europe ne veut même pas. S'en mêler, ils ne veulent pas s'en mêler. Parlons un peu de ce que sont ces mines, qui, eh bien, c'est ce dont ils se vantent. La Marana 3 est une mine navale qui est amarrée, qui utilise des capteurs magnétiques et acoustiques pour détecter les navires ennemis à proximité. Sans même avoir de contact physique, elle peut attaquer des cibles à une distance d'environ 3 mètres et peut attaquer des cibles en déterminant, par exemple, le moment optimal pour s'activer. Elle possède une minuterie électrique qui contrôle son activation et elle dispose de 2 capteurs acoustiques. Ils sont passifs, l'un est magnétique et peuvent être configurés à l'aide de codes, ce qui permet un fonctionnement plus flexible et simplifié. Ils possèdent également la Majana 7 qui est de fabrication iranienne. Connue sous le nom de mine adhésive, c'est une arme navale difficile à détecter. De plus, cet appareil est une mine Lapa compacte à haute puissance explosive, conçue pour rester sur le fond marin. Elle utilise une combinaison de capteurs acoustiques et magnétiques à 3 axes pour détecter les navires à proximité. Et ces cibles prévues incluent des navires de taille moyenne, des embarcations de débarquement et de petits sous-marins. Alors, eh bien, la forme du Majana a été conçue, par exemple, pour disperser les ondes sonores entrantes, ce qui rend difficile sa détection par les systèmes de déminage. Il est difficile à repérer et cela lui permet de rester caché jusqu'à ce que la cible passe à portée. Voilà, c'est là que réside le problème, passons à d'autres sujets importants.
Remarquez que le régime iranien aurait lancé une série d'attaques avec des bombes à sous-munitions contre le nord d'Israël. D'après ce que l'on sait, cela se serait produit à Haïfa. Comme nous l'avons vu au début, il y avait déjà, où il a été signalé, certaines images dans lesquelles on observe la classique, pas les systèmes de défense. Il y a bien eu des attaques, j'insiste, non seulement avec les fameux drones, mais aussi avec ceux-là, avec les missiles balistiques qui utilisent de maintenant des bombes. Espérons qu'il s'agisse d'ogives à fragmentation transportant des sous-munitions, ce qui complique la défense de ces cibles. Ce que cela génère, ce sont donc des situations d'incendie potentiels, des explosifs potentiels de moindre portée, parce qu'il s'agit de sous-munitions. Qu'un missile complet atteigne, c'est dangereux. Évidemment non. Que s'est-il passé? Que rapporte-t-on? Lors de cette attaque, il y a eu des dégâts matériels, comme mentionné plus tôt. Quelqu'un demande pourquoi il n'y a jamais de pertes. En réalité, il y a des pertes humaines. L'autre jour, nous avons évoqué un cas où le nombre de blessés a atteint 300 si je ne me trompe pas. Mais pardon, C'est que, en fait, regardez, souvenez-vous bien de comment fonctionne le système d'Israël. C'est un pays qui est adapté à la guerre. par la loi, chaque maison doit avoir sa zone de protection en cas d'événement. Si tout le monde a des abris et tout le monde a un abri, et puis, premièrement, ils ont aussi 2 systèmes d'alerte précoce, l'un qui est par téléphone portable, qui te donne environ 10 minutes de plus ou moins pour te cacher. Et puis, il y a celui des sirènes. C'est quand tu dois déjà être immédiatement dans un abri, donc normalement les gens sont déjà réfugiés quand ça arrive. Bien sûr, parfois tu vois quelqu'un qui s'en fiche, qui filme, oui, mais si tu fais attention, normalement tout est vide, parce que tout le monde est caché. Cela évite qu'il y ait des pertes humaines. Regardez aussi le conflit avec Boukhania, la Russie. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des attaques, et il y en a souvent contre des civils, dans de très nombreuses attaques, il n'y a pas de pertes humaines. Soudain, ils annoncent « L'attaque d'aujourd'hui a été très dure, causant 3 morts ». Et c'est impressionnant parce qu'au final, c'est un conflit, une guerre. Ce sont souvent des personnes âgées qui n'ont pas atteint l'abri. Ou parfois, il y a aussi des gens qui se sentent en sécurité, mais soudain, quand il y a des attaques très surprenantes, comme ce qui s'est passé ici, dans cette centrale nucléaire ou dans cette installation de Dinoma. Là-bas, il y a eu 300 blessés, donc c'était assez important, et il y a eu, si je ne me trompe pas, une personne décédée, donc Oui. oui, il y avait là-bas, il y avait un blessé léger, un blessé grave. Ils ont d'abord dit non, puis annoncé 11 blessés graves et 300 blessés. Je ne me souviens pas s'il y avait des personnes ou des pertes, mais quand il y en a, on le signale désormais. Quoi d'autre? Eh bien, ce qui s'est passé il y a quelques instants, eh bien, l'un des projectiles, un fragment des projectiles ont touché une ville qui s'appelle Nesha, mais on a aussi entendu des sirènes à Ashkelon et à Beit Shemesh. Après la détection de ces missiles balistiques, une nouvelle salve venait d'être lancée depuis l'Iran. Il faut rappeler qu'ils observent plus ou moins à quelle heure ils sont lancés et ils calculent déjà à quelle heure ils arriveront exactement en Israël. Non, ce que tu dis, c'est qu'il part d'ici. À ce moment-là, tous les téléphones portables de la population reçoivent l'alerte. Un missile arrive. Il faut plusieurs minutes pour qu'il arrive, normalement environ 10 minutes. En revanche, quand le Liban attaque, quand le Hezbollah attaque spécifiquement, il attaque avec des roquettes. Et regardez, il n'y a aucune distance, c'est littéralement une frontière. Et depuis là, eh bien, on peut vraiment mettre la population en plus grand danger, surtout en pensant que ce sont des cibles immédiates. Mais ces roquettes que possède le Hezbollah sont beaucoup moins puissantes comparées aux missiles balistiques que possède l'Iran, n'est-ce pas? C'est un autre sujet tout aussi intéressant concernant l'actualité mondiale. Allons-y. Que dit la garde révolutionnaire? Que se passe-t-il? Eh bien, la garde révolutionnaire. Aujourd'hui, elle répond parce que ces attaques ont lieu dans le Golfe et dans certaines parties d'Israël. Et elle parle d'une agression conjointe entre les États-Unis et Israël. Elle a visé les installations énergétiques de la ville d'Ispahan, celle que nous avons mentionnée au début, dit-elle. Au centre du pays et à Koshmaren, dans le sud, cela a affecté les lignes d'approvisionnement en gaz appartenant à la centrale électrique de Krochamas, ce qui a provoqué une coupure totale de courant dans la ville. Par conséquent, la direction des gardiens de la Révolution a décidé de riposter contre toutes les centrales électriques d'Israël et du Golfe Persique. Voilà pourquoi il y a eu cette attaque au Koweït et d'autres attaques en cours. L'Arabie Saoudite est-elle à un pas? Bien, Traga, non, ils ne sont pas loin, ils sont à un pas.
On en parlera dans un instant, mais bon, passons à d'autres sujets, à d'autres thèmes intéressants. Aujourd'hui a été une journée compliquée pour le Koweït. Le fait que des parties des installations énergétiques ou gazières aient également été touchées, dans ce cas à Siran, a provoqué une réaction assez forte. Et que ce que l'on peut observer ici, c'est qu'on arrive déjà au jour 23, c'est-à-dire qu'on commence à s'approcher. Eh bien, on arrive déjà au mois, petit à petit, parce que ça a commencé le 28, on est au 23, il ne reste plus beaucoup pour que le mois soit complet. Et malgré la force de milliards de dollars dépensés, d'une quantité impressionnante d'attaques et de missiles, et quoi qu'on en dise, que l'on dise que l'Iran a ou continue d'avoir des capacités de riposte, cela évidemment attire l'attention. Il y a eu, malgré l'ampleur des attaques, une précision assez remarquable. Et les Iraniens parlent de plus de 1000 personnes disparues. Non, jusqu'à présent. C'est-à-dire, il y a peu de personnes pour l'ampleur des attaques, mais cela montre qu'ils ont encore de la force, qu'ils ont une capacité de riposte. Et ça, eh bien, aujourd'hui, je le disais encore dans nos analyses de renseignements qui ont été faites aussi bien aux États-Unis qu'en Israël. Cette fois-ci, les États-Unis disaient qu'ils considèrent peu probable que le régime s'effondre, du moins pour l'instant. Oui, en réalité, non, il n'y a aucun signe. On ne voit pas, pour commencer, qu'ils arrêtent de tirer, ni les missiles, ni les drones. Enfin, les drones, il me semble que la quantité est restée à peu près la même. Et ça, eh bien, ça ne donne pas beaucoup d'espoir. En plus, leurs messages sont super agressifs. Non, on ne voit pas que, enfin, du moins publiquement, on ne voit pas qu'ils se sentent affaiblis. Au moins oui, exactement comme tu dis, au moins publiquement. C'est ça la question maintenant, qu'est-ce que Netanyahou dit sur tous ces sujets? Écoutons, voyons maintenant ce que dit aussi l'Iran et ce que disent d'autres acteurs, disons, de tout ce conflit. Observons ce qu'ils disent. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le président Trump. Le président Trump pense qu'il y a une possibilité de tirer parti des énormes succès des forces de défense d'Israël et de l'armée des États-Unis pour atteindre les objectifs de la guerre. Dans un accord qui préserve nos intérêts vitaux. En même temps, nous continuons à attaquer aussi bien en Iran qu'au Liban, nous perturbons le programme de missiles et le programme nucléaire de l'Iran et nous continuons à frapper durement le Hezbollah. Il y a à peine quelques jours, nous avons éliminé 2 autres scientifiques nucléaires et ce n'est que le début. Nous protégerons nos intérêts vitaux en toute situation. Eh bien, c'est en partie ce qu'il dit. Comment vas-tu, Armando? Un grand salut, Armando. Salutations à toi, Antonio, comment vas-tu? Et un grand salut à toute la communauté qui nous accompagne en ce moment en direct. Si tu n'as pas encore laissé ton commentaire, j'espère que tu te décideras à le faire. Je remercie aussi Adilson, Carlos Martinez, toute la communauté, merci beaucoup. Sergio, comment vas-tu, Sergio? Bonjour Bénédicte, comment ça va? Salutations à la communauté qui nous rejoint. Il y a un autre message, mais cette fois-ci, eh bien, qui est ce qui le donne? Qui le donne, Reza? Eh bien, la personne s'appelle Reza. Mouchan Reza est un haut fonctionnaire israélien qui, eh bien, Iranienne. Un Iranien met en garde contre la question des négociations avec les États-Unis. Au revoir, au revoir. Jusqu'à ce que tous nos dommages soient compensés, jusqu'à ce que toutes les sanctions économiques soient levées. Et tant que nous n'aurons pas obtenu de garantie juridique internationale que les États-Unis n'interviendront pas dans les affaires de l'Iran, cette lutte continuera et je vais expliquer pourquoi nous avons pris cette décision, aussi bien notre peuple que notre dirigeant et nos forces armées. Dans l'entretien, je dirais que notre conflit avec les États-Unis ne se limite pas seulement à la guerre de 12 jours ou à la guerre du Ramadan, mais qu'il s'agit d'une question de 47 ans. C'est précisément ici que nous devons y mettre fin une bonne fois pour toutes. Eh bien, c'est le message qu'ils ont eu à plusieurs reprises. On dirait que c'est l'accord entre les politiciens iraniens, non? Ils pensent qu'il ne faut plus jamais que cette attaque se reproduise, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cela ne se reproduise plus jamais, et en plus les Iraniens demandent une compensation. Parlons d'autres sujets également importants.
Bon, passons rapidement à d'autres sujets. D'ailleurs, une image surprenante montre une énorme chute de grêle. Cela s'est produit là-bas, au Vietnam, au Laos. Non, cela se serait produit hier, mais ces images circulaient toute la journée, vraiment impressionnantes. Les toits sont troués, regarde, complètement troués. Eh bien, cela semble être une petite école qui a été endommagée, et oui, ça a été dur, non? Les pluies, les tempêtes dans cette région du monde aussi. Une autre image qui surprend, celle-ci est partagée par Greenpeace Mexique, et elle montre, eh bien, cette fuite qu'ils dénoncent. Dans le golfe du Mexique, disent-ils. Elle continue de s'étendre et atteint déjà un total de 630 km sur la côte touchée. C'est ce que rapporte le compte de Greenpeace MX. Oui, bon, un sujet qu'il faudrait analyser et voir quelles seront les réactions de la Semarnat et aussi des autres parties concernées. Tout cela, dit-il, malgré les autorités, dit-il. En plus du fait que, malgré que les autorités aient été informées que les plages sont, selon eux, propres. Pemex a informé d'une avancée de 85% du nettoyage et des informations du réseau corridor au récifal du golfe du Mexique. Et les communautés montrent une réalité totalement différente de ce qu'ils disent. Non. C'est-à-dire, disons que, eh bien, une chose c'est ce qu'on dit habituellement, non, que tout est déjà prêt ou que c'est presque prêt. Mais les gens disent que c'est autre chose, quelque chose de très différent, disent-ils. La majorité des plages n'ont pas été nettoyées et du goudron continue d'arriver sur presque tous les sites. Le nettoyage se limite aux plages, et l'impact n'a pas été évalué ni sur les récifs, ni dans d'autres zones, dit-il. Ce n'est pas tout. Le réseau des couloirs récifaux informe que ces derniers jours, du pétrole est à nouveau arrivé sur les plages. Ce qui aggrave la pollution et nécessite donc de nouvelles actions, indique le même site de Greenpeace. C'est donc évidemment un sujet extrêmement grave. Autre sujet, vous vous souvenez de cette image ? Elle est impressionnante et très célèbre, où un groupe de personnes s'unit pour aider un petit chien. Regardez, là en bas, il y a un petit chien. C'est dans ces, comment on appelle ça, ces sortes de canaux. Non. Ah, comme un canal d'une rivière. De ces canaux artificiels pour que les rivières qui passaient en par là puissent passer. Et donc il y avait ce petit chien qui essayait de monter, il n'y arrivait pas. Alors, un groupe de personnes s'est réuni, ils ont uni leurs bras et ont sauvé le petit chien, et tous ensemble, ils ont aidé, évidemment, à le faire monter. Cette image est devenue très importante vers 2017. Cela s'est passé au Kazakhstan. Oui, eh bien, maintenant c'est la même chose, un peu. Voilà le moment où ils sortent le petit chien, voilà le petit chien, un petit chien. Et soudain, eh bien, en ce moment, on leur rend hommage, on leur fait une statue en leur honneur, dans laquelle, eh bien, ils montrent et dévoilent cette statue. Et regardez, là, ils enlèvent le voile rouge typique, pour ainsi dire, et voilà, regardez, là, il y a les statues qui semblent être en bronze, quelque chose comme ça, qui sait en quel matériau c'est fait. Mais là, il y a le petit chien aidé par les mêmes personnes. Eh bien, c'est un moment, évidemment plus. Plus comme ces gens qui aident et moins comme ceux qui se battent avec les griffes. Je connais déjà plus de nouvelles à ce sujet. S'il vous plaît, c'est nécessaire, évidemment. Et ça, eh bien, ça donne de l'espoir, non ? Qu'il y a aussi d'autres choses dans le monde. Pas seulement des choses. Moins que non. Pas exactement. Exactement. Bon, passons à d'autres sujets, allons vers d'autres thèmes également importants. En parlant de choses vraiment sérieuses, Kim Jong-un refait surface, il sort son pistolet et devient intense. Il est prêt à devenir intense, c'est sa façon de faire. Prêt, il devient fou. Il n'est pas plus agressif ces temps-ci, que se passe-t-il ? Eh bien, aujourd'hui, il a lancé une menace très forte contre la Corée du Sud, dit-il. Nous les ferons payer sans pitié. Et voilà, tout cela arrive. Pour commencer, Kim Jong-un est vraiment, il est clair qu'ils n'ont pas l'intention de changer leur politique nucléaire, qu'elle est pratiquement gravée dans leur peau. Et il a menacé la Corée du Sud, affirmant qu'ils allaient être traités comme un État encore plus hostile. S'ils entreprennent la moindre action contre la Corée du Nord, a-t-il dit, ils recevront une réponse sans la moindre considération ni hésitation. Ce message a été délivré lors d'un discours devant le Parlement. D'ailleurs, il vient tout juste de gagner les élections. Au cas où vous auriez des doutes, littéralement, il y a quelques jours, ils ont refait des élections et il a gagné. Il a gagné et il a encore gagné. Il a clairement affirmé que son pays ne renoncera pas à sa puissance nucléaire, peu importe l'avis des autres, y compris les États-Unis. Eh bien, Donald Trump a essayé lors de son précédent mandat en tant que président de...
Eh bien, il a essayé de les convaincre d'abandonner le nucléaire. Mais bon, cela n'a pas abouti. Il n'y avait vraiment aucun moyen. Il n'y en a pas. Même quand tu vois ce qui se passe en Iran, tu te dis que c'est évident. Non, 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 ou celui-ci. N'importe qui ayant vu les infos. On dit, bon, pour l'Ukraine, c'était une erreur, pour l'Iran, eh bien, ils vont dire exactement, c'est pour ça qu'on les voulait, non. Bon, combien de mèmes sont sortis? Où l'on voit Kim Jong-un marcher avec sa fille et lui dire « C'est pour ça que papa veut les armes nucléaires, non ?» Enfin, c'est lamentable. J'aimerais qu'il n'existe pas, non? Mais il y a des pays et des régimes qui savaient qu'avec ça, ils ont une carte très difficile à briser, non? Et qui sont peut-être... ce n'est pas comme si... Enfin, ce n'est pas comme s'ils allaient envahir d'autres pays, espérons-le. Mais ils savent bien qu'il est pratiquement impossible qu'on les envahisse, n'est-ce pas? Oui. Mais justement, quand les gens disent « Et pourquoi ils n'attaquent pas la Corée du Nord? Pourquoi ils n'attaquent pas la Russie, qui a aussi des armes nucléaires? Parce qu'ils les ont, l'Iran ne les a pas, et tant que l'Iran ne les aura pas, eh bien, il n'est pas, disons, protégé par cette arme nucléaire. Et pouvoir... Du moins de leur point de vue, c'est ce qu'ils croient. Et donc, ce qu'il a dit, que je ne dis pas, mais je l'ai expliqué. Et nous allons étendre et renforcer notre dissuasion nucléaire d'autodéfense. Eh bien voilà Kim Jong-un, délivrant ce message classique de, selon eux, dissuasion. Eh bien le fait est que, dissuasion ou non, le régime cherche à se solidifier et regarde toujours, surtout vers le sud. Non, car au nord ils ont la Chine, et ils ne vont pas s'y attaquer, mais il existe une zone de tension là-bas. Mais avec la Corée du Sud, ça les rend nerveux. Ça ne les rend pas nerveux. La Corée du Sud, ça les rend nerveux. Les exercices militaires qu'ils font avec les États-Unis, au final, c'est un sujet qui tôt ou tard peut poser un problème. Ce n'est pas un sujet énorme, mais il y a d'autres questions importantes. Un rapport existe à ce sujet, ce qui attire l'attention. Passons au sujet suivant. 5 missiles tirés depuis l'Irak auraient frappé une base militaire en Syrie à Ajaka. Ce mouvement attire l'attention car au final, l'Irak a été un pays qui a beaucoup souffert. Cela parce que l'Iran tire sur la Syrie, comme il le faisait constamment. Mais en plus, il y a des groupes partout, y compris à Bagdad, qui sont favorables à l'Iran. Donc il y a un chaos interne dans la région pour cette raison, à tel point qu'ils ont commencé à attaquer la même ambassade et la zone verte, comme on l'appelle. Mais maintenant, on signale une attaque où des supposés missiles, au moins 5, qui auraient été tirés vers le village de Talagwa. Nous n'allons pas dire que c'est de là, depuis les environs du village de Talagwa, que ce mouvement aurait été observé. L'armée syrienne a indiqué que 5 missiles ont été tirés depuis ces environs, tout près de la frontière. Avec eux, à 20 km de la frontière, on tire en direction de la Syrie, selon ce que dénonce l'armée. Eh bien, ceci est un communiqué qui a déjà été publié par l'agence d'État Sana. L'armée irakienne a répondu par des opérations de recherche pour localiser les responsables. C'est-à-dire, l'armée irakienne n'a pas le contrôle. Ce sont des groupes pro-iraniens qui sont à l'intérieur. En Irak, ce n'est pas le gouvernement syrien irakien, ce n'est pas l'armée irakienne. Sinon, ce sont des groupes, du moins ce qu'ils disent, ce sont des groupes, donc. Bref, ce sont des filles et elles soutiennent l'ayatollah. Exactement. Et on voit ça partout, aussi au Pakistan. En fait, au Pakistan, quand l'ayatollah tombe, ils sont devenus très agressifs contre l'ambassade des États-Unis et plusieurs ont même perdu la vie. Oui, ils sont vraiment devenus violents. Le niveau de violence a augmenté. Et donc, le nord de l'Iran abrite également l'une des factions pro-iraniennes les plus puissantes, qui est la Force du Mouvement Populaire, ou la FMP. Bon, passons à d'autres sujets également importants. Remarquez que l'Arabie saoudite serait sur le point de commencer à s'impliquer dans la guerre. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont maintenant, disons,
à un tir de missile essentiellement de commencer la guerre. C'est-à-dire, tu m'en as parlé, ça me fait beaucoup rire, parce que tu dis, eh bien, que l'Arabie Saoudite dit qu'elle est à un tir de missile. Et moi, Non. Eh bien oui, je le crois. Mais combien en ont-ils reçu? Oui, n'est-ce pas? combien sont passés tranquillement par là? Nous essayons aussi de suivre les statistiques, mais on en parlera un autre jour. Mais vous voyez déjà un tas de missiles et de drones qui ont frappé ou qui ont été tirés sur l'Arabie Saoudite, dit-il. Eh bien, maintenant non. En gros, cette fois, toutes les lignes ont été franchies. Ils les ont traités comme leurs petits cochons, comme on dit au Mexique, donc l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis prennent des mesures pour rejoindre la guerre contre l'Iran. C'est ce que rapporte aujourd'hui le Wall Street Journal, où cela pourrait indiquer une augmentation, une escalade vers la guerre. L'Arabie Saoudite, par exemple, a donné accès à l'armée américaine à la base aérienne de Rifut. Selon des rapports citant des personnes familières avec la situation, cela suppose un changement apparent de position après avoir affirmé que leur base ne pouvait pas être utilisée pour attaquer l'Iran. Pendant plusieurs années, l'Arabie Saoudite était l'ennemi de l'Iran et inversement. Le journal a également cité 5 personnes familières avec la question qui affirment que les Émirats Arabes Unis ont également fermé des hôpitaux. Nous en avons déjà parlé, un club appartenant à l'Iran. Ils ont été expulsés du pays en gros, et voilà. Selon certaines vidéos, certains missiles utilisés lors des attaques contre l'Iran ont été lancés depuis Bahreïn. Cela était déjà visible dès les premières semaines. Non. Parce que c'est important. Pourquoi l'Arabie Saoudite est-elle clé pour intensifier ce conflit? Eh bien, tout d'abord parce que l'Arabie Saoudite fait partie des 5 pays au monde qui dépensent le plus d'argent dans le domaine militaire. Son budget a dépassé les 70 milliards de dollars par an. Elle dépense plus en défense qu'Israël, que l'Iran et que la Turquie individuellement. C'est-à-dire que nous avons dépensé une fortune. Rappelez-vous Israël qui n'a pas eu la puissance qu'on lui attribue et ce que l'on sait que possède la Turquie, qui est un acteur clé. L'Arabie Saoudite dépense actuellement plus, sans être plus puissante, mais elle investit vraiment beaucoup. Et donc, il doit bien y avoir quelque chose, Dans leur armée, je veux dire, tout ne se mesure pas à l'argent non plus, mais cela montre quand même qu'ils ont une force importante. Ils dépensent plus en défense qu'Israël, que l'Iran et que la Turquie, et aussi son armée a été très axée sur la technologie. Oui, presque toutes leurs technologies viennent d'autres pays, même s'ils ont aussi déjà leur propre développement. Ils achètent au Royaume-Uni, ils achètent aux États-Unis, ils reçoivent une formation aux États-Unis, ils reçoivent aussi une formation au Royaume-Uni. Et, ils ont l'une des forces aériennes, au niveau aérien, l'une des forces aériennes les plus puissantes du monde arabe. Ils utilisent des F-15, ils opèrent. Bon, en théorie, on va leur vendre des F-35, c'est ce qui est prévu. Mais c'est encore en développement, ça va prendre des années. Ils utilisent aussi l'Eurofighter Typhoon, également employé par les Anglais, qui savent aussi s'en servir. Ils ont des avions AWACS pour le contrôle aérien et la guerre électronique. Leurs pilotes s'entraînent constamment aux États-Unis. Lors de la guerre du Yémen, la force aérienne saoudienne a mené plusieurs opérations. Ils ont une doctrine militaire très axée sur l'aérien. L'Arabie Saoudite possède des missiles balistiques chinois F-3 depuis les années 80. On pense aussi qu'ils possèdent des DF-21 qui sont plus modernes. Ils disposent également de systèmes Patriot. Ils ont les systèmes Tchad, qui sont ces missiles antibalistiques. Ils ont, disons-le, en termes de budget, ils possèdent même des chars Abraham. C'est-à-dire que, c'est un sujet assez intéressant. Donc, de ce point de vue-là, ils ont de la force. Mais à quel point sont-ils fidèles, loyaux, bons pour faire la guerre? Qui sait, non. Ça, vraiment, qui sait? Au final, ce sont d'autres aspects, mais leur approche a toujours été d'investir, investir, investir. L'Arabie Saoudite développe aussi sa propre industrie militaire. Elle a une entreprise qui s'appelle Saudi Military Industries, qui se concentre sur la fabrication d'armes. Ils conçoivent déjà des missiles, développent des systèmes de guerre électronique et autres, et ont tout testé. Donc je pense qu'à un moment donné, ils pourraient en surprendre. Leur objectif est que 50% des armes puissent être fabriquées par eux-mêmes d'ici 2030. Ce n'est pas un sujet, on parle d'un pays qui, dans ce domaine, n'est pas un petit pays. Ce n'est pas quelqu'un qui a du potentiel et qui ne va nulle part. À rien qui intéresse vraiment les gens. Nous verrons bien comment les discussions vont évoluer, même si les discussions ne sont pas un acteur, n'est-ce pas?
Non, jusqu'à présent non. Eh bien, il y a aussi déjà des informations sur ce qui s'est passé ici. Une explosion à la station-service Valero de Port-Arthur. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est une explosion due à un accident qui s'est produit là-bas. Pour l'instant, l'enquête est en cours. La cause de l'explosion n'est pas encore clarifiée, mais heureusement, il n'y a eu aucun blessé. C'est celle du Texas, la raffinerie Valero de Port Arthur qui se trouve à environ 145 km de Houston. Mais la maire, qui s'appelle Charlotte Moses, a demandé aux habitants de ne pas sortir de chez eux parce que, la fumée est très toxique. Et donc, elle indique que les pompiers étaient déjà en train de travailler sur ce problème. Oui, il y a eu une explosion, mais nous allons bien, tout le monde va bien. Voilà. Cela arrive aussi au moment d'une augmentation du prix de l'essence, ce qui attire l'attention. Au fait, Valero est une raffinerie qui compte environ 770 employés et a une capacité de traitement de 435 000 barils de pétrole par jour. C'est quelque chose dont on a vraiment besoin, non, quand tu pourrais avoir du pétrole, mais tu n'as plus de raffinerie. En gros, non, ça ne t'aide pas beaucoup. Eh bien, la représentante de l'État du Texas est là, Christian Manuel. Elle a déclaré dans une publication sur les réseaux sociaux que la Commission de la qualité de l'environnement du Texas était également venue pour surveiller la qualité de l'air et travailler avec les autorités. Qu'est-ce qui va être fait? Voici le prix, pas 104 $. Nous avons vu au début de la transmission ce qui s'est passé là-bas au Texas. Pas une, c'est une explosion dans une raffinerie d'essence. Ce qu'il montre là, voyons ce que dit d'autre le sergent. Et la même autorité de Port Arthur, Texas, non. Aux amis du Texas, ils nous ont déjà parlé et nous avons même des amis depuis des années qui travaillent dans le secteur pétrolier. Et ils nous disent qu'il y a souvent des incidents où ce n'est pas le cas non plus. Ce n'est pas forcément relatif, cela peut être un sabotage, mais il ne serait pas si étrange qu'il y ait un incident. Parce qu'au final, c'est un État qui a plein de raffineries et de puits de pétrole, et combien ça coûte? Ce serait aussi quelque chose qui n'est pas hors du commun, non, le sujet des accidents. Nous verrons s'il rapporte ou donne des détails sur ce qui se passe dans cette région du monde. On ne parle pas de potentiel sabotage ni rien, non, évidemment. On évoque une enquête en cours, rien de plus. Abordons d'autres sujets intéressants. Il l'affirme. Et cela est rapporté par The Times of Israel, un média de ce pays où Netanyahou serait mécontent du Mossad. Pas exactement, il est contrarié parce que, le Mossad leur avait fait comme une promesse, ou qu'il pensait que l'ambiance était propice à un soulèvement de la part des Iraniens, et cela ne s'est pas produit. Cela est publié dans le New York Times. Le journal affirme que l'agence d'espionnage du Mossad avait promu des plans pour inciter massivement les habitants à provoquer l'effondrement du pays. Cela a également été rapporté lors de différentes discussions aux États-Unis sur ce sujet. Non, de certains mouvements, de certaines sanctions qui rendent encore plus difficile l'économie de l'Iran pour que les gens sortent aussi, non, et Selon ce rapport, le Premier ministre, le chemin de Netanyahou, a soutenu le plan du Mossad pour provoquer ce soulèvement populaire. C'est-à-dire ce que. Quelque chose de similaire à ce qui s'est passé avec l'Ukraine, la Russie, c'est-à-dire dans le sens où à Poutine on dit le GRU. Les services de renseignement russes lui disent « Si tu envahis l'Ukraine, ils vont sortir pour t'acclamer, t'applaudir et te féliciter parce que tu es en train de les libérer, n'est-ce pas ?» Et donc ils entrent. Et ce que font les Ukrainiens, c'est essayer de chasser les Russes, non. Et il y a ces premiers jours du conflit, où il reste 40 km de chars de guerre russes complètement calcinés, détruits, etc. Parce que la même population les arrêtait, ne les laissait pas passer, faisait tout ce qu'elle pouvait pour les boycotter et les empêcher d'avancer. Et c'est passé d'une opération spéciale à une guerre qui dure déjà, plus de 4 ans. Non, alors évidemment avec d'énormes différences. Occasion. S'il y a un régime qui a une population très réprimée et que, là-bas c'est comme ça.
Maintenant, protester te coûte la vie. Mais malgré tout, eh bien, évidemment, le calcul est peut-être mal fait, ou alors c'est autre chose aussi. Ils ont bombardé sans cesse. Comment les gens pourront-ils sortir ? Comment les gens vont-ils sortir pour protester ou vouloir renverser le régime si les bombes continuent de tomber ? C'est aussi un sujet où tu te dis, bon, Exactement, c'est ce qu'on me disait. Le rapport du Mossad a été évoqué dans toute la famille en Yahoo. Vous ne vous souvenez pas ? Aussi, quelques semaines ou mois avant cette guerre, David Bernier est allé à Washington et a présenté ce même rapport. On pense que c'est ce rapport que David Bernier a présenté. Dans ce qu'il a dit, il a prédit qu'après la mort des dirigeants iraniens, l'agence pourrait mobiliser l'opposition iranienne et provoquer des troubles massifs en Iran en incitant à des émeutes et à d'autres actes de résistance par le biais d'opérations de renseignement, ce qui conduirait à l'effondrement du régime. Cela a aussi été présenté à Netanyahou à la Maison-Blanche, ce qui a contribué à la décision de ce mouvement. Cependant, cette révolte n'a pas pu avoir lieu parce que les membres de l'opposition se sont retranchés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas enfermés. Je pense que c'est la peur. Eh bien, les factions religieuses rivales du gouvernement iranien pourraient effectivement s'affronter entre elles. Mais les probabilités qu'il y ait un changement de régime en ce moment sont très faibles. eh bien, elles sont là et j'imagine que cela doit aussi être une plainte des États-Unis en disant « Hé, tu as échoué ». Là, le renseignement, Je dis toujours que ce n'est pas une règle absolue. ils n'agiront pas toujours comme toi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Enfin, qui sait, je ne sais pas. Passons maintenant à d'autres sujets tout aussi intéressants. Il signale cette image de ces petits chiens. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Comment ça va ? Eh bien, c'est une histoire qui se passe en Chine, où apparemment ces petits chiens auraient été volés dans, disons, plusieurs maisons. Parce que tous ces petits chiens n'étaient pas ensemble, ce sont des chiens du voisinage, en gros, et ils jouent tous les jours ensemble. Eh bien, quelqu'un les a volés. Vous savez que dans certaines régions de Chine, oui, il y a encore de la consommation de viande de chiens. Et donc, ces petits chiens ont réussi à s'échapper du camion qui les transportait, mais heureusement, l'un d'eux, un corgi, le petit chien Bash qu'on voit devant, celui-là se souvenait comment rentrer à la maison. Ils ont marché 17 km avant d'arriver chez eux, à l'endroit de chacun, parce que chacun vit dans une maison différente. Et voilà, c'est tout. En fait, il y a une enquête sur le camion où ces petits chiens auraient été volés. Parce que, eh bien, en théorie, c'est un trafic illégal, ce n'est pas autorisé. Donc, eh bien, on va voir ce qui se passe à ce sujet. Et puis, ils sont tous très mignons, vraiment adorables, ces petits chiens. Enfin, j'espère que d'autres sont arrivés chez eux et... Ils sont arrivés chez eux, d'accord ? D'accord, bon, le héros a été le corgi, donc non. Le corgi a été celui qui a su comment y aller ? Comment arriver, non. Je ne savais pas que tu avais du pouvoir. Dans les ports, ils signalent aussi cet incendie là-bas à Xcaret. Là-bas, à Xcaret, à l'hôtel Xcaret, là-bas, ce n'est pas à Cancun, c'est à Quintana Roo. Enfin, je veux dire à Playa del Carmen, non, enfin, à. Oui, Sauf s'ils en ont un à Cancun, mais à mon avis, il n'y en a même pas à Playa del Carmen. sur la Riviera Maya, Oui, mais il y en a un sur la Riviera Maya, celui-là. ils signalent cet incendie. On dirait que c'est comme une palapa qui était là devant, où il y a une palapa et ensuite l'hôtel derrière. C'est-à-dire, l'incendie se produit dans cette palapa qu'ils ont là devant. Apparemment, non. C'est ce qui s'est passé, soi-disant à cause de feux d'artifice lancés lors d'un événement à quelques mètres de l'endroit. Et donc, évidemment, la palapa, eh bien, elle a pris feu, oui. Eh bien, au final, ce sont des feuilles sèches, n'est-ce pas, les toits des palapas. C'est très facile que ça arrive. Oui, c'est sec et il n'y a pas d'humidité, donc évidemment, ça prend feu comme n'importe quoi. Ou bon, c'est aussi ce qu'ils rapportent là-bas, n'est-ce pas ? Cet incendie a commencé, on a appelé le 911 et bon, il serait arrivé immédiatement pour éteindre cet incendie. Les autorités, disent-ils, réitèrent l'appel à renforcer la prévention pour éviter justement ce type d'incendie. Un autre sujet qui attire aussi l'attention, c'est cette image à Cuba qui montre comment ça se passe. Cette fois-ci, sans électricité, n'est-ce pas ? C'est-à-dire encore une fois sans électricité. À part la Havane, non, qui est très belle. Là, au fond, on n'arrive pas à voir l'hôtel Melia. Celui-là, il a de l'électricité, mais bon, il y a juste la lumière des voitures, n'est-ce pas ? Et maintenant, beaucoup de ceux qui ont été invités là-bas par le gouvernement de Cuba ne partagent même plus les vidéos. Ils se sont rendus compte que ça ne marche pas,
que ça les affecte aussi sur leurs réseaux sociaux et ils ont arrêté de partager des images des événements parce que ce ne sont que des événements organisés pour eux-mêmes. Gouvernement? Là-bas, des concerts exclusifs, vous savez. Eh bien, c'est une sacrée affaire, passons donc à d'autres sujets importants. Un avion militaire chargé de soldats s'est écrasé en Colombie. Non, oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un de ces avions de type cargo ou qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait 110 militaires à bord. Il y a quelques instants, Petro estimait déjà que 85 auraient perdu la vie. Un avion Hercule de l'armée de l'air colombienne transportait ses soldats lorsqu'il s'est écrasé quelques minutes après avoir décollé de l'aéroport de Puerto Leguizamo dans le département de Putumayo, au sud. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense de Colombie, Pedro Sánchez Suárez, mais jusqu'à présent, le nombre n'a pas été officiellement confirmé. Ce Petro indiquait qu'il y en avait environ 80 et quelques. Donc sait-on s'il y a des morts? Oui, on le sait. Il transportait 110 militaires. Dans une publication précédente, il disait « Espérons qu'il n'y ait pas de morts ». Évidemment, c'est compliqué. Nous ne pouvons pas montrer les images, mais on voit simplement que l'avion est totalement détruit. Non, tout n'a pas été consumé. Oui, il y a des chiffres différents. Certains médias parlent de 70 personnes décédées, d'autres parlent de 60 et quelques. Le point, c'est que, c'est un incident, un sujet très dur. Ce n'est pas clair parce que, évidemment, c'est toujours comme ça, non? Le sujet de l'aviation, il faut généralement du temps pour savoir ce qui s'est réellement passé. Donc nous resterons attentifs. Au fait, aujourd'hui aussi, l'incident de l'avion canadien. Non, oui. Oui, il y avait une sécurité très forte et cet aéroport a déjà eu 2 accidents comme ça. Celui-ci est le deuxième. Dans l'audio, je ne sais pas si tu l'as mis, mais on entend le contrôleur dire « Je me suis trompé ». Je me suis trompé? Oui, parce qu'il lui dit qu'il arrive à un point dans la... Le pompier, non pas le pompier. Un truc comme ça, il se trompe d'endroit où il devait l'envoyer, il l'envoie... à l'avant de l'avion? L'avant de l'avion, en gros. Oui, c'est incroyable, allons-y, j'y vais à cette heure-là. Au fait, une hôtesse de l'air, ou comme on dit maintenant, une agente de bord, oui, elle a été éjectée par la fenêtre et elle a survécu. Et un truc impressionnant... C'est fou, c'est vraiment fou. Bon, passons aux commentaires. Excellent, alors passons aux informations. Et tout d'abord, un salut très spécial et une accolade, n'est-ce pas pour Ruben Williams? Nous avons aussi été proches de situations similaires. Et on t'envoie une accolade, à toi, à ta famille, n'est-ce pas? Évidemment, tout va très bien se passer, et aussi, je te félicite parce que tu es grand-père, n'est-ce pas, évidemment. Et ça aussi, c'est quelque chose dont il faut être fier et heureux, évidemment. Une accolade vraiment de toute la communauté, comme tu peux le voir, et quoi de mieux? Salutons Dulce Rodriguez, et oui les amis, nous devons tous discuter, rester aussi calmes que possible, en économisant de l'argent, éviter l'essence, réduisez les dépenses, 70% du solde sera immense, cela améliorera le bilan de guerre. Salutations Dulce. Dulce, comment vas-tu Leonardo? Un grand salut aussi, merci beaucoup, salutations à Carlos Sanchez également, de grands saluts. Dulce, comment vas-tu? Santé, il dit, les gars, nous devons tout leur raconter, être au maximum, tu as lu? Oui, Dulce, santé, Dulce. Salutations à Armando Antonio, il dit, haha, les élections de Kim Jong-un, c'est fou, on dit que c'était très serré. Je sais, lui contre lui, il dit, lui contre lui. Lui, je sais, enfin, comment ça s'est passé? Ce n'est pas comme ça, comment préfère-t-il Kim? Version cheveux courts, cheveux longs. Avec une veste en cuir. Avec un petit rondouillet, qu'est-ce qui vous plaît? Darwin Blanco nous salue du Moyen-Orient et dit « Pépé, dans un avion de la force aérienne colombienne, s'est écrasé en Colombie. » Avec « oui, on vient juste d'en parler à l'instant. 121, tu as le numéro. 121, nous, le dernier rapport était de 112. Il me semblait, oui. » Par là, car ils ne se sont pas... Mais bon, les chiffres sont là. Incroyable, incroyable, Darwin. Espérons qu'il y ait des survivants. Pour l'instant, non, mais c'est un détail dont nous parlerons plus tard. Très bien, pareillement, Ruben, salutations. Ruben, une accolade aussi, dit Dulce. Nous, ici, depuis les États-Unis, la Californie, la Basse-Californie, le Mexique, nous pouvons faire un bilan.
Beaucoup de gens traverseront, dit-il. Ah, c'est fou, voilà le commentaire. Beaucoup de gens traverseront la frontière pour faire le plein de carburant. Regardez, tant qu'ils n'augmentent pas les prix, ils viennent consommer le moins cher. Le moins cher, il a déjà augmenté. Oui, au moins dans les stations-service où nous sommes passés. Moi, toutes déjà. Dans toutes. Dans toutes celles qui étaient moins chères, celles qui ont toujours un peso de moins, mais tu prends le risque que ton camion ou ta voiture ne démarre plus après? Ils n'ont pas, par exemple, je t'ai dit qu'elles étaient à 28 bons, elles étaient à 27, presque 28. Ah non, bah si c'est plus cher, alors oui. Parce que celle à 28 est à 26, non? Oui, par là, n'est-ce pas? Ça a déjà augmenté, On n'avait pas vu ce prix-là, n'est-ce pas? Salut Sophia Lorraine, comment vas-tu? Jusqu'à Coatzacoalcos? Jusqu'à. Salut Sophia, salut à toi. Gilberto, salutations aussi, Sophia Mendez. Salutations, Gilberto, 10 pixels. Tous les 83 jours de cette année 2026, si cette année me semble déjà interminable, je sais, président, c'est très long, il s'est passé 1000 choses et on n'est même pas à la moitié. Il s'est passé de tout, vraiment de tout. Benoît, comment vas-tu? Quoi de neuf? Ce qui est clair, c'est que la façon dont était l'année 2025 et la façon dont sera l'année 2027, c'est ça le... Cheval de feu à fond, cheval de feu. Il ne disait pas ça, il ne disait pas que c'était une année avec une caractéristique de beaucoup d'activités, de beaucoup de changements. Il l'a pris très intensément, mais un cheval de feu, c'est incroyable. Et même si nous n'avons pas eu l'occasion de faire le direct avec Alice Trita, à qui nous envoyons un grand salut. Mais c'est toujours en attente, parce que Al nous avait déjà donné quelques indices de son point de vue sur ce qui pouvait arriver. Et donc je veux dire, oui, ça a été assez, juste, dit-il. Carmen Salinas dit « Bonsoir, salutations, salutations ». Elle a été... Carmen, salutations, salutations. Oui. Comment allez-vous? Salutations, dit-elle. Pouvez-vous saluer ma maman, Madame Linda, pour ses 84 printemps? Toutes mes félicitations à Madame Linda, en espérant qu'elle profite de nombreux autres printemps ici. Félicitations, Madame Linda, salutations. Portez-vous bien. Salutations à Cebola aussi, à Adilson, à Emma Andrade. Il y a aussi Ofe Mendez ici, Carlos Martinez. Comment vas-tu, Carlos? Salutations aussi à Marcella. Quoi de neuf, Marcella? Quoi de neuf? Comment ça va là-bas, au Chili? N'est-ce pas, Cebola? Quel signal! Je me suis souvenu de ces chiens. Tu te rappelles l'histoire Disney où ils traversaient? C'est réel, je crois. Celle de Voyage à la maison, c'est bien le titre? Oui, je pense. Ou un nom similaire, avec 2 chiens et un chat traversant les États-Unis d'ouest en est. Non, et il y en a comme 3 versions, et eh bien, c'est vraiment très joli. Salutations à salutations, il dit. Non, ils ne se sont pas jetés de l'urgence du vol. Comment, Carmen? Salutations, comment vas-tu, Francisco Arce, comment as-tu été? Très bien, bonsoir Walter, quoi de neuf? Benoît de Hoffé, Walter, ils ne disent pas ok. Salutations à Gabriel Duran Castro, comment vas-tu? Merci aussi à Walter Osorio pour ton commentaire. Et il dit Pepito et Pepina. Il dit salutations, salutations. Tapatia comment? La Coupe du Monde, n'est-ce pas? Alors comment ça va, non? Comment va la Coupe du Monde? Ici à Monterrey, ils sont sur le point de jouer. L'Irak et la Bolivie, c'est quoi? Oui. L'Irak et la Bolivie, je crois. Je ne suis pas sûre si c'était la Bolivie. Il y a une 3e équipe dont je ne me souviens plus. Salutations à Bénédicte et son agent depuis les États-Unis. Oui, il allait investir dans des gisements pétroliers en Argentine depuis le Texas, dit Bénédicte. Il vient à peine d'investir dans des pays non en guerre, sinon... Qui ne sont pas en conflit. Bien sûr, c'est intéressant, Bénédicte. Salutations. Salutations. 10 pixels. Incroyable. Comment 3 pays peuvent-ils mettre tout le monde sens dessus-dessous? Eh bien oui, mais ce ne sont pas n'importe quels 3 pays. Tu dis qu'ils avaient né déjà depuis longtemps. Ce conflit, ça fait combien de temps qu'il existe, qu'on se demande s'il va se faire ou pas? C'est pour ça que... On y va, c'est-à-dire... Je pense qu'il y a quelque chose sur laquelle les 3 pays sont d'accord. Je crois qu'ils ne veulent plus que ce conflit se répète à nouveau. C'est-à-dire, d'un côté, Israël dit « Nous ne voulons pas avoir un régime iranien qui continue d'avancer et d'avancer, parce que cela va devenir un méga problème à l'avenir. » Mais d'un autre côté, l'Iran dit exactement la même chose. C'est-à-dire, ils disent « Quelle garantie avons-nous qu'ils ne vont pas recommencer à créer un autre problème ?» Et les États-Unis, eh bien, c'est pareil, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les États-Unis entrent en conflit en pensant qu'il serait possible de renverser le régime. Et jusqu'à présent, cela n'est pas arrivé. Du moins, il dit... Cela s'appelle « retour à la maison ». Il dit...
Est-ce une histoire vraie ou basée sur des faits? Non, oui, mais c'est très très vieux, vraiment, la première version est ancienne. Regarde, dit Adasso, il joue. Voilà, pardon, il dit. L'Irak joue. La Bolivie et le Suriname, c'est le Suriname que j'avais oublié. Donc parmi ces trois-là, un seul passe, c'est-à-dire ils sont trois, un seul passe, non? Oui, quelque chose comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Bueno, habrá que estar atento. Voilà. Je sais qui doit se battre contre qui. Elle dit ici, tout moi, enfin, d'abord, enfin. C'est plus sûr qu'entre les trois, non, enfin, en même temps. Oui, non, elle dit. Je m'attendais à un début à 3 chants pour voir si c'est amusant, elle dit. Ici tout va bien, la voisine nous a monté, là, la benzine, c'est qu'elle dit l'essence, comme ça, la benzine. Des files de voitures dans les stations-service, elle dit. On se prépare pour les temps difficiles, elle dit. Marcella. Salutations, Marcella. Salutations. Marcella pour le commentaire. Salut à Chris et commentaires. Je cherche des vols pas chers, mais avec le pétrole, les prix ont explosé, c'est devenu trop cher. Eh bien, l'autre jour, on disait combien avait augmenté le prix. C'était à 100 combien? 180? 170? Un truc comme ça, tu te dis non, non, ça a explosé terriblement, dit Pixel 4. Mais il vaudrait mieux qu'ils organisent leur propre jeu de la faim et qu'ils se tapent dessus entre ces présidents indécents. Oui, c'est vrai qu'ils se battent entre eux, non? C'est mieux, dit Pixel 4, il dit. Mais c'est mieux, voyons si tu as parlé. Il dit. Qui d'autre parle ici, douce? Où est le Suriname? Où est-ce le Suriname? Bonne question. Non, qui? En Amérique du Nord? Bon, Amérique, pas Amérique du Nord, dans les Caraïbes ou quelque chose comme ça. Voyons, ça lui dit quelque chose? Voyons où ça se trouve. Il dit Bolivie, Suriname, et celui qui gagne va affronter ici. Ah, d'accord, voyons. Le Suriname est. Non, mais c'est en Afrique. Ah oui, oui, ici je l'ai vu, il s'est déplacé par là et selon moi c'était en Amérique. Non, c'est tout près, non, ce sont ces zones d'Amérique latine qui vraiment... Non, Oui, comme ils ne parlent même pas espagnol. nous n'avons pas de relation avec eux. Je veux dire non, vraiment, je veux dire... De voir de quoi ils parlent. Le Suriname est un pays. Collé à l'eau, Quelqu'un qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Suriname d'ici? Voyons voir si... parle néerlandais? Non. Eh bien, évidemment, ils ont aussi perdu le néerlandais. Ah, il vaut mieux qu'ils apprennent l'espagnol et qu'ils se réunissent. Au moins le portugais, tu comprends. Mais oui, mais pour le néerlandais, c'est compliqué. De là il dit, c'est collé au Venezuela. Oui, saute celui-là même, celui-là même. Ils sont là, ils sont là. C'est ton voisin? Non, pas Cristobal. Je croyais que c'était quelqu'un du Venezuela. Oui, la carte. Merci, oui, celui-ci. Oui, c'est vrai, je m'en suis déjà souvenu. Alors je vais soutenir le Suriname, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, au minimum, il faut soutenir ceux d'ici, les locaux. Ah bon, la Bolivie aussi, d'abord la Bolivie. Que la Bolivie passe, première place, deuxième place, le Suriname, et ensuite en troisième. J'irai, oui, je soutiens les Boliviens, on verra comment ça se passe. Dit Tapati, le gouverneur, très ému par les habitants de Guadalajara. Là-bas, il n'y a aucun enthousiasme. Aujourd'hui, d'ailleurs, Tapati ont montré une vidéo, une photo de l'un de ceux, oh là là, non, qui est là-bas à Guadalajara? Je crois que Calédonia, j'ai dit, ah, ce n'est pas un pays, Calédonia. Eh bien, il a arrêté de prendre la photo avec un membre de la garde nationale et c'était vraiment curieux. Le plaisir, il continue de prendre des photos. Ils sont super protégés, c'est vraiment exagéré. On ne plaisante pas avec ce genre de choses, c'est sérieux. La sécurité? Bien sûr, non, 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 c'est que toi, la sécurité, c'est-à-dire le... Comment ils appelaient ça? Eh bien, la reconnaissance du pays, c'est-à-dire qu'on peut effectivement organiser un événement et qu'il n'arrive absolument rien de mal. Rien de tout cela. Donc oui, il y a beaucoup d'enjeux. Il dit, Christo, où? Je vais aller au Suriname voir si j'ai fait des coupes à Porto Irlandais et allons-y, la Seguro passe. Salutations aussi à Raoul Sachs et qu'ils viennent pour nous, dit-il. Ici, très bien, salutations, Sophie. Oui, quoi de neuf, Sophie? Comment ça va? Oui, ici, eh bien, ceux d'Iran sont ceux qui gèrent très bien les réseaux. Ils ont tout partagé. C'est-à-dire, quand ils arrivent, d'Irak. Quand ils arrivent, quand ils vont, ensuite, ils étaient sur un terrain de football d'une école qui s'appelle l'Irlandais. Alors, là-bas, ils s'entraînent et les enfants, ils vont très excités. C'est-à-dire qu'ils leur font vraiment beaucoup de fêtes, dit-elle. Salutations à Ruben Williams, aussi à Sophie. Bon, bien, nous saluons aussi Marcella. Salutations. Salutations gardées. Salutations aussi à, il dit Arthur Martinez. Comment vas-tu, Arthur? Quoi? Arthur Rosario? Oh, il t'a montré un côté que je ne voyais pas aussi fort. Salutations, Walter, la justice de la nation est ici. La justice de la nation, salutations, dit-il.
Salutations aussi à Sergio Antiveros et aussi salutations à Bueno, à Armando. Regarde, ici il y a Antonio. Allez, Allez, là c'est de Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. En plus, c'est Nouvelle-Calédonie et ce n'est même pas Calédonie, c'est Nouvelle-Calédonie. Non, eh bien oui, ça s'appelle comme ça. Je sais, mais Tu sais, la petite photo là avec le gars de la garde... non, la garde, oui. Bon, au moins, l'affaire de la Nouvelle-Calédonie. S'il y a un séisme ou quoi que ce soit, ça ne les effraie pas, ils sont en plein séisme, en pleine zone sismique. Mais où sont-ils? Dans le Pacifique? Dans le Pacifique? Oui, dans le Pacifique. Oui, ils passent par l'Indonésie. Et à chaque fois, on fait notre rapport là-bas. Que la Nouvelle-Calédonie, oui. Il disait qu'il y avait des choses intéressantes là-bas. Allons directement à la carte, non? La carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Les gars, allons apprendre. Salutations à Arthur Plaza, il dit « Bonjour ma fille, la petite fille ». Salutations à Arthur, salutations à Menyo, il dit « Nous continuons à 7,6 à Tonga ». Dit Menyo Tonga. Bonjour, regarde, c'est ici. Ah, plus rien. C'est vraiment très loin. J'imagine le temps qu'ils ont mis pour arriver. Collé à l'Australie, imagine-toi. Les directs ont mis 11, presque 12 heures. Nouvelle-Calédonie, non, une vie entière. Non, bien sûr, non, souvent, c'est-à-dire souvent, voilà. Nous avons signalé des séismes dans cette zone. Regarde, ici, c'est Vanuatu, qui va vers toi tout le temps, des séismes de tout ce que tu veux. N'est-ce pas? Ils sont en zone méga sismique, donc un petit séisme ici. Non, mec. Non, 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 rien. Non, rien. Mais c'était à Guadalajara, donc non, non, ce n'est pas Mexico. Non, bon. Oui, elle demande si vous pouvez voir combien de likes il y a. Est-ce que je ne mettrai pas à jour l'appli ou est-ce un problème de ma part? Ah, Canyon. Je vais vérifier de l'extérieur car je ne pense pas que ce soit toujours ce qu'ils mettent. Oui, non. Moi non plus, je ne vois pas. Toi non plus, tu ne le vois pas? Non. Il dit non, 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 non. Ok, ok. Il dit d'accord. Maintenant, je le vois. Maintenant, je le vois. Oui, oui. Au fait, Mettez un like à Jornitos actualisé. voilà, Ruben le regarde aussi. Oui. Oui, Ruben aussi. Oui, oui. Prends-le et ferme. Prends-le, écoute, mais c'était peu. Attends, laisse-moi voir le Tonga 7,6. Oui, je pense que oui, parce que c'est la plage. Je pense que de Tonga, Tongolele, oui, c'est possible. Et que Tongolele, de Tonga, elle aime ça. Et d'où vient Tongolele? Et... Eh bien, Et qui est Tongolele? Non, là c'est bien. 7,6, écoute, c'est fort. 7,6. Le truc, c'est que c'est très profond, c'est-à-dire il a une profondeur de 231 km, donc c'est vraiment très profond. Merci beaucoup. Vicky, merci beaucoup, Vicky. Merci pour ce super chat, on t'en est reconnaissant, dit-il. Salutations, affection et quelques bières fraîches. Merci beaucoup. Là, pour une Indio rapidement, oui. Très rapidement. Et Tongolele vient de Spokane, Washington. Je pensais qu'elle était née ici. Elle a des origines espagnoles et suédoises par son père, anglaises et tahitiennes par sa mère. Voilà d'où elle tient le rythme. Qui est Tongolele? Je veux dire, il y a des gens dans d'autres pays qui nous regardent. Tongolele était l'une des actrices. Enfin, c'est plutôt une figurante, non, parce qu'elle ne jouait pas vraiment. Je ne me souviens pas d'elle comme « Ah, c'est la protagoniste ». C'est une danseuse exotique très célèbre, surtout des années 50, oui. Mais comment l'appelait-on? C'est un genre de danseuse. Danseuse exotique, vedette. Vedette, oui, elle ressemblait aux vedettes. Eh bien, je pense qu'elle fait partie des premières, parce qu'après, il y a eu l'époque des années 60-70, où ça devenait plus osé sur ce sujet. Oui, regarde, c'est par ici. La dame était très belle et dansait très bien. Super. C'est que c'est moitié-moitié. C'est bien. Elle vient des États-Unis. Son père s'appelle Elmer Slevenson. Il est espagnol et suédois. Le père et la mère, anglaise et de Tahiti. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de concurrence. Elle a étudié sa danse, la danse qu'on nous enseignait. Elle l'a apprise à San Francisco, imaginez-vous. Donc, rien à voir. Oui. Voilà. Dans le film, il y avait toujours, comme vous le voyez, que les films de cette époque avaient toujours une rumbera. Allez, Rambera, oui, surtout Rambera. Il y avait comme un moment musical, pas toujours, et là apparaissait Tomolele ou quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Hein? Depuis l'âge de 15 ans, elle est venue ici au Mexique pour devenir la star de certains films. Non, oui. Mais en plus, ces actrices ou danseuses ont toujours commencé très jeunes. Très jeunes. Non, parce qu'elles n'étaient pas encore prêtes. Les mannequins aussi, les Tomolele aussi, pareil, des filles très jeunes aussi, beaucoup d'entre elles aussi très jeunes. Elle dit qu'elle offre sa rumbera, elle dit.
Salutations à Rossio, excellent Rossio Davila, Marcella, Rick Castle, Goyo, Arthur, pour la santé. Je lui ai déjà fait une note, je le regarde, mais bon, je pense qu'on ne peut pas la passer, c'est vraiment fou. Imaginez, c'est ça, l'amour pour ta terre, non? Une famille là-bas aux États-Unis qui possède un ranch assez grand dans le Kentucky. Une entreprise est arrivée et leur a offert 26 millions de dollars pour qu'ils leur vendent une partie de la ferme et installer un centre de données qui est énormément utilisé. Et bon, ce sont 26 millions de dollars. Non, ils ont dit non, mais non merci, c'est ma terre et je veux la conserver ainsi. Non. Eh bien, tout n'a pas... Tout n'a pas de prix. 26 millions ne signifie rien pour nous, et non, et on ne dirait pas, enfin, on voit une famille humble. Tu les vois et tu te dis que 26 millions leur seraient utiles, mais la terre ne se vend pas, non? Eh bien, très bien, il dit. Je ne dis pas chacun prend ses décisions, mais je trouve ça intéressant que ce ne soit pas le cas. N'est-ce pas, mec? Gagne-t-il ce type d'opération? Fidel Botello? Comment vas-tu? Très bien, Fidel. Dit Cebolla. Elle dansait sur la musique tamorès, oui, presque. Voilà. Elle a comme des heures de mai à te voir. Comment ça s'appelle? La Shakita de l'époque? La Shakita de l'époque. Oui, non, facile, facile. Oui, elle a des mouvements vraiment fous. Salutations à, dit Tapatia. Et Lin Mei? Eh bien, Lin Mei dansait aussi beaucoup, Lin Mei. Elle est d'origine asiatique ou pas? Oui, d'origine chinoise. Oui, oui, je vais vous dire laquelle c'est tout de suite, mais oui, bon, mais Tongolele danse bien mieux que Lin Mei. Oui, définitivement, oui, oui, il la cherche, hein? Non, 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 juste la photo. Ah, D'accord, merde, elle part d'où elle vient, d'où vient sa famille? Oui, elle a des origines chinoises. Voilà. Oui, Lin Mei a continué à être célèbre, pour ainsi dire, à son époque. Tu vois, là, elle est jeune et ensuite elle est déjà comme ça. Eh bien, d'une personne déjà âgée, mais qui a toujours continué à apparaître dans des choses, tu vois, des choses du spectacle. Et ensuite, à quoi il se consacre? C'est-à-dire, eh bien, elle a disparu pendant un moment. Vous vous souvenez, je ne sais pas, après les années 80, on ne la voyait presque plus, mais ensuite, avec la chanson de Pimoche, Pimoche, bien sûr, elle réapparaît et là, elle renaît. Et bon, elle est passée d'une chose à une autre, n'est-ce pas? Lilia Guadalupe, non, eh bien, elle n'a pas l'asiatique, non, si. Lilia Guadalupe a vendu la Mayares. Je t'expliquerai plus tard, je l'ai vue quelque part et maintenant je ne la retrouve plus. Je vais vérifier à l'origine et voir si c'est ça. Dit Monsieur Pionnier. Il te salue, Pépé. Avec l'économie, mon compte bancaire ressemble à un parc d'attractions. Amusant, non, tu entres plein d'espoir et tu ressors étourdi. Et il reste toujours un peso, il dit. Fais comme si, Pionnier. Le père de Lin Mei a émigré de Chine au Mexique. Oui, c'est-à-dire, le père est un migrant, de Chine. Ah, regarde. Oui, je vous écris beaucoup de mouvements, il y en a toujours eu des Chinois, oui. Au Mexique, aux États-Unis, il dit. Nancy, comment vas-tu? Salutations, Nancy, très bien, il dit. Pourrait-on dire que nous sommes déjà dans la Troisième Guerre mondiale ou pas? Qu'en pensez-vous? Je dirais que non. C'est-à-dire que comme il n'y a pas beaucoup de pays impliqués, vraiment engagés à fond, eh bien non. Et que la guerre reste limitée à une région du monde. Si on parlait par exemple de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est étendue jusqu'au Pacifique et toute cette zone. Alors que la première, non, la première est restée en Europe, non. La première est restée. L'Europe, non, non, non. Aussi en Afrique, en effet, en Afrique, oui, l'Afrique. Donc, jusqu'à présent, ça se maintient, eh bien, au Moyen-Orient, en tout cas, eh bien, ça se maintient. On dirait donc en Asie, en réalité, non, parce que ce sont uniquement des pays asiatiques, vraiment. Donc, bon, Israël est en Asie, et l'Iran, je suppose que oui, ça doit être en Asie aussi. Ce n'est pas l'Afrique, c'est-à-dire, ils ne sont pas d'Afrique. Et alors, la Turquie? Bon, la Turquie n'y est pas, donc on ne peut pas encore la compter. Non, elle n'y est pas, Léonard. Je dirais que non, mais que... Elle est en train de franchir une étape. Elle est en train de franchir une étape, c'est-à-dire... Que te dirais-je qu'il se passe? Il ne faudrait pas analyser, je ne veux pas l'analyser maintenant, parce que je pense que ça vaut une vidéo, non? Enfin, pour approfondir davantage. Quelles seraient les étapes pour que cela soit considéré comme quelque chose d'au moins proche d'un conflit? Cette Coupe du Monde, non pas maintenant du point de vue de la cyberguerre et tout ça, eh bien, si on compte ça, on vit une guerre mondiale depuis un certain temps déjà.
Oui, mais bon, ce n'est pas ça. En tout cas, ce serait plutôt une sorte de guerre froide, pas mondiale, non? En gros, il dit chirurgie à 1000. Il a des filles etc. qui étaient aux États-Unis. Tu vois, mon fils? Non, mon fils. Oui, ce soir. C'est là? T'as le droit, toi. Il dit merci les tapatias pour la fléchette. Voyons, Pixel dit Lin May, Lin May, celle qui chante We Will Win dans la série d'animation. Non, non, ça c'est autre chose, il dit. Dans la série Robotage, ce n'est pas Lin May qui chante, dit Arthur. Plaza, il dit à un petit pas de la troisième, dit Raoul, il dit combien de pays faudrait-il pour qu'on considère cela comme une guerre mondiale? Oui, on va l'analyser, voir ce qui est considéré, non? Quel est, comme on dit, le consensus pour que cela soit considéré comme une guerre de ce niveau? D'accord. La première a eu 15 ans quand un marin de 30 ans l'a emmenée. C'est ce qu'on dit. J'ai déjà une fille plus âgée à Acapulco et puis un fils dont je ne peux pas m'occuper. Non, elle ne révèle pas son identité ni rien, c'est-à-dire elle n'a même pas dit qui est le père, ni rien. 3 enfants alors? Oui, 3 enfants. Il demande combien de pays seraient nécessaires pour cela. Ah bon, on l'a déjà lu, on va l'analyser, donc demain, on le mettra quelque part, on va analyser cette partie. Et celui-ci dit Jalala, ce que nous vivons n'est pas du bruit, c'est un véritable changement entre conflits et mouvements mondiaux. Le monde se réorganise. Gardons notre calme, informons-nous correctement et agissons en toute conscience. Les meilleures ondes, communauté, salutations, Jalala. bonjour Jalala, comment vas-tu? Très bien. Et ici, ils disent Lynn Manuel était une citoyenne de l'île de Macross et par la suite, la chanteuse la plus célèbre à bord du SDF Macross pendant la première guerre de Robotech. Ah oui, oui, ce personnage de Robotech. Robotech, tu l'écoutais aussi, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est un personnage, Lynn Manuel. Oui, j'ai compris. Quel personnage? Oui, c'est juste que je ne me souviens plus lequel, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas qui ce sera, il dit. En mars, ça fait longtemps que je ne sais pas. Salutations, dit-il, douce. Regardez, les gars, ne le dites pas, regardez, parce qu'après, ils prennent parti. Pas de guerre mondiale. Gérons l'affaire de l'essence, réduisez ce gaz de 50% au moins. 50% et sinon il y aura la guerre, 70% serait l'idéal. Ça n'augmente pas, dit-il. Douce. Salutations, douce, salutations. Il dit ce que nous avons vu, non, enfin ce que tu as vu, très bien, il dit Pixel, Tona, ma chaussure. Un grand salut à la communauté qui nous regarde en différé et merci à ceux qui nous soutiennent par l'abonnement. Avec un super chat évidemment, comme Vicky, et à toute la communauté qui, arrive aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et quand vous le ferez, cliquez sur la petite cloche. Non, évidemment, nous sommes toujours attentifs à ce qui se passe dans le monde. Et tous les jours, au moins le soir, il y a une conversation. Comme en ce moment, non, on discute, même si parfois c'est aussi dans la journée, mais c'est généralement plus à cette heure-ci, non? Il dit il y a un très bon documentaire sur les BDS. Et où est-ce que je peux le... Les DS, elles ne s'appellent pas comme ça, elles ont plein de BDS. Et malgré ça, aussi Brinsky, tout ça. Olga Brinsky. J'ai eu l'occasion de la voir jouer du violon à la foire ici à Monterrey. Ah, Alors vous n'avez pas... gamin, tu vois, à la foire d'ici, il y avait plein de monde qui vendait, non? Donc en fait, il se passait, je ne sais pas, Gloria Trevi. Oui, celui du tri, comment il s'appelle? Enfin, c'est le tri ou quelque chose comme ça, non, enfin, et non. Belle de Noche est un documentaire. Beau de nuit. Tu sais, je me souviens... Dis-moi, Olga Brinsky, pardon, Rosa Mendoza, la princesse Yamal, Wanda Seuss, je ne sais plus les derniers, mais oui, alors quel beau est passé? Oui, elle était passée, je me souviens qu'il y avait aussi cette Trévi, elle était là, en face, il y avait, comment il s'appelle déjà, Derbez, et quand il était avec elle, et la femme, celle qui est grise, l'ex-femme, Évidemment, il y a Rufrufo. il traînait par là, mais bon, il était là. Je ne sais pas, il devait avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans, enfin, par là, je ne sais pas. Enfin, oui, je sais combien. Ils ne font plus la fête foraine ici. Enfin, ça fait un bail, non. Avant, il y avait la fête, comme s'ils avaient dit après, oui, comme un village, non. Et maintenant, ils ont enlevé ça. N'est-ce pas? Dit Arsupraza. Oui, je le sais, mais je me suis trompée avec l'interprète du doublage. C'est Patricia Acevedo. Patricia Acevedo, d'accord? Et Raoul Sachs dit moi, j'allais seulement à la fête foraine de Chinsepiline, dit Gonzalo. Et Pépé, merci pour l'info, toujours. Aïu, salutations de l'Uruguay, salutations, dit Jalala. Ce jeudi au Chili, le carburant augmentera de 0,40 centimes de dollars par litre, 40 centimes de dollars. Quand? C'est-à-dire, au Chili, oui.
Même si ces 40 centimes seraient en gros la moitié d'un dollar. Ce serait comme, il dit bah non quoi, 10, 9 pesos, 8 pesos. Non, elle a déjà chargé là. C'est vraiment pas cher, hein. C'est super bon marché. Vraiment pas cher, oui, vraiment pas cher, oui. Ici en dollars, si on le met au litre, ça ferait un peu plus d'un dollar. Comme un dollar 1,3, dollar 1,5, non. Comme 1,5 dollars à peu près. Oui, pourtant l'Uruguay est cher, je vous le dis. Oui, Nous dit Léonard. Le bon côté, c'est que si la Troisième Guerre mondiale commence, au moins, on aura de bonnes séries à regarder jusqu'à ce que la chaîne s'arrête. Je sais, parce que parfois tu te retrouves sans Internet, dit Marcella. Je suis allée au supermarché pour acheter tout ce que je pouvais, puisque jeudi tout va augmenter. jeudi, tu penses qu'il y aura une hausse pour les chips? Voyons comment ça va se passer, comment c'est maintenant. Puisque c'est un peu plus... Bon, le prix reste à 4. Presque comme au début, je crois qu'il a commencé à 103 quand on a commencé. Comment va la bourse de Corée du Sud? Évidemment, il dit, voilà, voyons voir, c'est ça, non? Donc ça continue de baisser, mais ça a un peu rebondi vers le haut. C'est-à-dire que c'est en hausse. Comme ça a clôturé hier, et le Japon, est dans le rouge. Cette ligne indique la journée d'aujourd'hui. Bon, pour eux, c'est le 24, donc on va dire que c'est déjà mardi, non? Ça, c'est lundi. Lundi, ça ne s'est pas si mal passé pour eux, mais mardi, ils sont en baisse. La Chine, qui avait eu de très mauvais résultats hier, a un peu rebondi. Ça, c'est hier, donc pour eux, c'est lundi, et ça, c'est mardi. Le 24. Oui, donc, ils essaient de rebondir, non? Ça, c'est en Chine. Hong Kong aussi a rebondi. Regardez. Donc en ce moment, c'est une perspective positive, ce qu'on voit actuellement, malgré ce qui se passe, non? Et, pareil. Le dollar, plus ou moins, a clôturé au même niveau qu'à l'ouverture, à peu près 17,80. Le bitcoin est à 70 000. L'or, lui, est à 5 339. L'or aussi a rebondi hier. Regardez, il a rebondi hier. Enfin, pour nous, c'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi, mais mardi, ça commence déjà à baisser. Encore une fois, où il essaye encore de baisser. Vous voyez la chute que l'or a par là? Aussi, un autre sujet intéressant à ce propos. Salut, comment tu vas, Eric? Excellent, Solange. Aujourd'hui, il y a eu un séisme de 0,6 à Tonga. Très profond, à plus de 200 km, oui, de profondeur, donc oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment profond. Il dit « Moi, le Venezuela a passé plus de 10 ans sans essence et rien n'a été économisé, c'était un désastre. » Salutations, moi. Salutations, comment tu vas? Moi, super bien. Eh bien, allons-y, on y va. Les gars, on est sur WhatsApp, Telegram, Facebook, X, Instagram, et on vous envoie la notification du direct. Super, passez un excellent. Eh bien, lundi, pour ceux qui sont mardi, on se retrouve tout à l'heure. On continue à discuter jusqu'à demain. On interrompt votre programme habituel. Voilà. Merci de vous être connecté à la vérité. Ici, c'est Pépé. En vivo. La vérité est intense, dure, l'insolite est réelle, dure. Ici nous l'analysons, une perspective globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne. Pépé en direct contrôle le signal. Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace. À la prochaine, oui monsieur, on fait l'appel. Abonne-toi. Pépé en direct dans la maison. Abonne-toi.